73%, 73% des patients qui ont participé pourtant à la recherche clinique ont dit qu'ils étaient très mal informés. C'est-à-dire que le discours qui s'établissait, l'échange qui s'établissait entre le cancérologue ou le spécialiste particulier et eux était insuffisant. Et que par ailleurs, lorsque c'était plus correct, ils regrettaient aussi que, en quelque sorte, ils retombent dans un autre système. À partir du moment où ils avaient quitté la phase de la recherche clinique, ben, ils étaient un peu oubliés. Ça y est, ils rejoignaient le tout. C'est ça. Et je crois qu'effectivement, ce n'est pas nous qui pouvons proposer des schémas. On peut participer à ces échanges, on peut imaginer, mais ça c'est vous qui allez nous le dire, c'est vous qui allez nous dire ce qu'il faut faire, comment on peut le faire, on vous écoute, et on peut également avoir des séminaires de formation, cette fois-ci, pour les jeunes oncologues. Moi, donc je vous rejoins parce que je pense qu'en effet, là, il y a un certain niveau qui est celui du collectif. Et donc, si on prend juste un peu de recul par rapport à l'histoire contemporaine là, des 30 dernières années, on s'aperçoit que les modes de mobilisation qu'ont eu les associations de patients dans la recherche, il suffit de citer le sida, tout le monde connaît l'histoire du sida et du rôle des associations de malades, mais on le voit dernièrement depuis maintenant près d'une vingtaine d'années dans les maladies rares. Vous avez également cité le cas des maladies rares où on a vu concrètement l'implication de ces collectifs divers et variés dans les programmes de recherche, sans oublier quand même, parce que ça aussi c'est important, c'est le phénomène, je dirais presque amont, il y a Catherine Vergely qui est ici dans la salle, et là, l'investissement des associations dans le champ du cancer de l'enfant, mais de la pédiatrie, au niveau européen, qui a permis de dégager un plan entier, une législation entière qui aujourd'hui facilite et favorise la recherche, où les associations de patients veulent en effet être beaucoup plus acteurs. Donc vous voyez, on a beaucoup d'exemples qui nous permettent de voir que bien évidemment, lorsqu'on réussit à créer les alliances nécessaires entre, d'un côté, les professionnels, les chercheurs, les associations de malades, on a là, je dirais, une vraie dynamique très forte qui peut avancer. Donc, soit ça se passe à un niveau, je dirais, d'une association de malades comme la vôtre, et je peux vous en citer, on est aujourd'hui à peu près en lien à l'INSERM avec 400 associations de malades. Donc, ça, bien sûr, ça déborde le cadre simple du cancer. Mais bien, là, on a beaucoup d'exemples de cette nature. Alors, je vais revenir sur la question de l'information des associations de malades par rapport à toutes ces questions. Et je voudrais moi aussi vous raconter quelque chose. Il y a 2 ans, une chercheuse dans le domaine de la cancérologie et de l'hématologie qui s'appelle Dominique Duménil et qui est présente dans la salle, me téléphone pour me dire, voilà, moi je pars à la retraite et maintenant que j'ai un peu de temps, j'aimerais pouvoir partager mon expertise avec les associations de malades. Ah bon, je lui dis, voilà une bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres chercheurs à repenser qui seraient dans le même état d'esprit? En effet, il y en a d'autres. Donc avec le GRAM, on a beaucoup discuté à l'époque pour voir ce que pouvait être ce partage. Et on a créé Sciensas. Et donc Sciensas, c'est un réseau de chercheurs retraités qui partagent leurs compétences avec les associations de malades. Et ça fait donc déjà maintenant 2 ans qu'on a une expérience. Si vous voulez, l'idée, c'est de créer un contact interindividuel entre un chercheur disponible à la retraite et une association de malades qui a un certain nombre de questions. Et le chercheur, bien sûr, a son savoir, peut transférer son savoir, mais surtout, il a un savoir-faire. Il peut aider l'association à vulgariser un certain nombre de choses, à décrypter l'actualité ou à monter des projets, etc. Et donc, je voulais juste l'indiquer parce que ça, c'est une piste, vraiment, on y croit beaucoup. Hein, bon. Et donc, on a monté, à la demande des associations, un groupe de cancérologie qui s'appelle Sciensas Cancer et qui a réuni plusieurs fois des associations, et donc là sont sorties, et je vous rejoins complètement dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire il y a 2 questions qui sont sorties. Aidez-nous à comprendre ce que sont ces immunothérapies,
et aidez-nous à comprendre ce qui est en train de se jouer là autour des marqueurs biologiques. On ne comprend pas bien, enfin c'est pas qu'on comprend, on aimerait avoir un renforcement de nos connaissances sur ce point. Donc voilà comment on peut fonctionner, et c'est vrai que là il y a une ouverture tout à fait évidente avec la cancéropole. On peut travailler ensemble parce que là il y a quelque chose à faire pour rapprocher les populations. Je pense qu'il y a une grande communauté d'objectifs. J'ai des exemples d'implication d'associations de patients dans la recherche. En particulier, je pense à l'association sur les tumeurs, des tumeurs rares, parce que c'est très fréquent dans les tumeurs rares. Je vous demande de parler bien près du micro. Pardon. Merci. Dans les tumeurs rares, c'est très impliqué. En particulier, je pense à l'association sur les tumeurs desmoïdes qui ont lancé une recherche adossée, je dirais, à une plus grosse association, mais c'est parti vraiment de cette association de tumeurs desmoïdes avec le groupe des sarcomes français, et c'est une vraie implication à la fois dans la définition de la recherche, dans les moyens, dans la collection, et c'est parti de là aussi. C'est un excellent exemple que vous avez cité de l'autorisation et de l'incitation à la constitution d'une banque de tissus, qui est très souvent le point de départ à une recherche qui permet d'innover. Et ça, cette aide est extrêmement facilitante pour les chercheurs d'avoir justement une vraie volonté d'implication des malades qui considèrent que finalement leur tumeur est un objet utile à la recherche et qui doit être mis au niveau de la communauté des chercheurs. Un exemple, il y a bien d'autres exemples, et on peut citer le programme par exemple de recherche, qui est un vrai programme de recherche qui a fédéré de très nombreux chercheurs en France et qui a de très nombreuses maintenant publications internationales. C'est le programme Carte d'identité de la Ligue, qui est un vrai programme de recherche de génomique des tumeurs qui fait progresser très avant la connaissance des tumeurs fréquentes et des tumeurs rares du reste, avec un programme qui est pris en charge par une association de malades et qui a financé entièrement cette recherche et qui a permis de conserver, je dirais, une compétitivité internationale à la France dans ce domaine. Ce que je disais dans l'exemple du départ, c'est les tumeurs desmoïdes. Enfin, celui que je connais, en tout cas, c'est celui des tumeurs desmoïdes, où ils sont partis du fait que c'était une maladie rare, pour laquelle il n'y avait pas de traitement. Et ils sont partis ils sont associés en fait avec un groupe de chercheurs qui travaillaient sur le groupe des sarcomes. Et ils ont commandité, en quelque sorte, d'abord la collection des tumeurs et ensuite l'étude génomique par l'intermédiaire de la Ligue de ces tumeurs. Et ensuite, ça a débouché sur un essai thérapeutique. Monsieur Dufaux, vous vouliez réagir, vous interviendrez dans la deuxième table ronde. Juste pour apporter justement un témoignage sur la co-construction de projets de recherche venant d'une association de patients. Donc là, je vais prendre mon ancienne casquette directeur scientifique dans la muco, de vaincre la mucoviscidose. Il y a eu à un moment une question autour de la transplantation pulmonaire, et faisant le constat qu'il n'y avait rien, il n'y avait eu quasiment pas de recherche sur la transplantation pulmonaire. Partant de ce constat, l'association a décidé de monter un programme spécifique dans le domaine. On a fait une réunion que j'oserais qualifier d'historique, puisqu'on a réuni les principaux transplanteurs, tous les professionnels de la transplantation pulmonaire en France, et on a co-construit avec eux un programme de recherche qu'on a ensuite cofinancé, il faut le souligner, avec l'association Grégory Le Marchal. Donc ça a été aussi la convergence de ressources entre plusieurs associations pour répondre à des vraies questions scientifiques d'importance, avec un véritable impact derrière pour les patients. Je ne vais pas développer tout le programme, ça a été d'une richesse fantastique, et notamment un programme qui s'est monté, qui réunit actuellement, qui a permis de monter une cohorte unique quasiment au monde, qui permet d'inclure tous les patients qui sont maintenant transplantés, qui ont une transplantation pulmonaire en France. Ils sont inclus dans cette cohorte. Et cette cohorte va permettre, parce qu'on a des échantillons biologiques, on a des données médicales, va permettre de manière prospective de regarder des biomarqueurs annonciateurs, on va dire, d'un rejet. Je pourrais en parler des heures, c'est absolument fascinant. C'est juste pour illustrer le fait que ça a été réellement déjà un succès. Ce point, donc c'est parti de l'association.
On a faire converger des ressources, mobiliser les médecins, les chercheurs qui utilisent maintenant aussi les échantillons biologiques. Et on est passé du niveau national au niveau européen, avec aussi, on a réussi à capter des ressources au niveau de l'Europe pour le financer. Donc c'est super important. Est-ce que je peux rajouter juste une chose sur la recherche fondamentale ? Super vite, oui. Parce que ça me tient beaucoup à cœur. Je partage totalement votre avis. Je ne sépare pas les deux. L'implication des associations de patients est fondamentale, pardonnez-moi. Et je vais vous donner un exemple. Elle est fondamentale parce qu'il y a un besoin de rencontre de la part des scientifiques avec les associations de patients. Et l'un des angles très importants pour moi, ce sont les jeunes chercheurs, qui sont notamment les doctorants ou les post-doctorants. Par le passé, et maintenant au sein de la Fondation Arc, on le fait, on organise aussi des journées jeunes chercheurs. Et par le passé, j'ai fait des journées où on avait les jeunes chercheurs et avec des patients qui venaient. C'était d'une extrême richesse. Pour les chercheurs, pour les jeunes chercheurs, je rejoins aussi le besoin de formation qu'exprimait tout à l'heure Jean Navarro. Donc c'est dès le début de leur carrière, ils savent pourquoi ils font de la recherche, concrètement. Et c'est très, très important. Et ça crée une énergie, une synergie, et ça aide aussi les associations à se mobiliser et à poursuivre leur combat. On a un groupe extrêmement actif pour le léomyosarcome, c'est comme ça que ça se dit en français, qui a décidé il y a une dizaine d'années que ça n'allait pas assez vite et que donc il fallait qu'ils organisent eux-mêmes un tissue bank, en français c'est une catastrophe. Une banque de tissus. Voilà. En 18 mois, ils ont réussi à avoir plus de 400 échantillons. Et j'ai appris il y a un an que le premier essai clinique va commencer dans quelques mois, basé sur les découvertes qui ont été faites grâce à ces tissus. L'interaction entre les patients et l'industrie pharmaceutique, ça n'est pas anodin, mais c'est aussi indispensable. Nos groupes de patients combattent depuis maintenant 20 ans le système paternaliste de médecine. On ne va pas remettre maintenant un système paternaliste qui dit, puisque l'industrie pharmaceutique est dangereuse, nous allons bloquer l'interaction directe avec les patients. Nous faisons tout à fait confiance à l'intelligence de groupes de patients qui utilisent l'Internet pour monter leur intelligence commune. Et je vous assure que n'importe quelle interaction commerciale qui va essayer de faire quelque chose à des patients, ça leur prend tout de suite 5 secondes pour comprendre de quoi il s'agit. Et ils vous disent immédiatement, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, notre système Smart Patients ne peut marcher qu'à partir du moment où les utilisateurs ont une confiance totale dans ce que nous faisons. Et avoir une attitude, un manque d'éthique une fois, détruirait complètement le système qu'on est en train de monter. Je voulais juste citer 2 expériences et 2 démarches que l'on apprécie et qui nous semblent intéressantes. Bon, elles concernent le cancer du sein. C'est que nous sommes conviés régulièrement à intervenir devant les participants du DU de pathologie mammaire Huguenin-Curie et que nous le faisons en binôme à la fois pour présenter par une patiente le vécu du cancer du sein à toutes les étapes et d'autre part pour montrer aussi le rôle de notre association. Donc je crois que ce sont une démarche qui peut se répéter. Et la deuxième, c'est la web radio de Curie pour Octobre Rose, qui a un retentissement sur YouTube avec un nombre d'auditeurs qui est phénoménal, qui doit atteindre, je sais pas, 100 000 auditeurs. Donc il y a peut-être aussi à garder ces idées pour communiquer largement auprès des citoyens et des patients sur des concepts de recherche et de vécu aussi patient ou rôle des associations. Voilà, je tenais à citer ces deux démarches. Oui, professeur Navarro, Octobre Rose, un vrai carton, hein. Tout le monde en parle. Non, mais c'est évident. On n'a pas cité dans les exemples fameux toutes les associations concernant les myopathies. Quand on voit le Téléthon, c'est absolument qui commence là, remarquable, qui commence là. Donc là aussi, on a un exemple. Moi, j'ai connu le départ parce que j'ai apporté l'élément de la nutrition, qui était mon domaine, mais on voit comment ça s'est développé. Alors, au point de dire c'est devenu une puissance, attention, etc. Bon. J'aimerais qu'on dise ça aussi pour le cancer. Bon, même si après, on arrive à quelque chose qui soit tellement important ou difficile à gérer. Peu importe. Ce succès-là a une signification. Et pourtant, ce n'est pas une pathologie tellement fréquente. Sur le cancer, c'est presque le contraire. On pourrait dire que c'est vraiment la pathologie avec les maladies vasculaires, le diabète, les maladies vasculaires d'un côté et les dégénérescences neurologiques. Le cancer, c'est quelque chose qui est dans l'imagination totale ou dans la crainte de la population dans son ensemble.
Alors c'est là qu'on a envie d'être plus efficace. Spécifiquement pour la pédiatrie, il y a eu quelques appels d'offres, je ne les ai pas en tête de façon formelle, c'est important. Il y a eu également des participations, alors là nous sommes dans la région parisienne, à toute une organisation, on va la soutenir encore très récemment, ça a été décidé au conseil scientifique, des réunions de travail de l'ensemble de la communauté pédiatrique dans le domaine des cancers. Alors il y a la pédiatrie, qui a le nom de pédiatrie. Et puis il y a aussi les pathologies, je pense en beaucoup de maladies autour des hémopathies malignes, où un grand pourcentage de patients sont du domaine pédiatrique ou adolescent. Et on en reparlera tout à l'heure peut-être aussi avec le groupe CHEER. Mais donc il y a des effets spécifiques, il y a des actions qui sont partagées, il y a un certain nombre d'éléments, mais bien sûr la pédiatrie est présente, c'est évident, la pédiatrie et l'adolescent. Monsieur Laurent Puig. Oui, sur la pédiatrie, un mot. Alors, je parle Île-de-France, donc je parle pas. La pédiatrie cancérologique est pas extrêmement bien, mais est bien coordonnée au niveau de l'Île-de-France. Il y a une vraie entente de l'ensemble de la communauté scientifique qui prend en charge médicale, qui prend en charge les patients atteints de cancer. Il y a un effort de l'INCa de renforcement des structures de recherche, avec un appel d'offres qui envisage la création d'un essai de phase précoce pour les enfants spécifiquement en région Île-de-France, qui va être un point important, qui sera commun à l'ensemble des structures, assistance publique, Curie et IGR. De ce que j'ai compris, l'appel d'offres est pas... Donc je parle un peu... l'appel d'offres off n'étant pas encore... voilà, mais il va y avoir un projet, en tout cas de ces trois structures, qui va être un projet commun de ce que j'ai compris. Et donc il y a une véritable organisation de la région Île-de-France, de l'ensemble des intervenants. Alors le Cancéropole y participe, là encore une fois, je répète, on n'est pas des opérateurs de recherche, donc ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne par des séminaires et la réalisation de groupes de travail, en fait. Favoriser l'apparition de groupes de travail, renforcer les groupes de travail existants. C'était par rapport à la relecture des protocoles de recherche, tout en étant d'accord avec vous sur le fait que chacun a un rôle à jouer. La recherche, c'est un travail d'équipe. On ne prend pas le poste de l'autre. Hein. On travaille dans le même sens, en synergie. Dans ce domaine, donc, en muco, justement, nous avons créé un réseau européen de recherche clinique sur la mucoviscidose. On l'a fait association de patients et société savante européenne. Donc ça a été long, fastidieux. Ça a permis, alors on ne va pas rentrer sur cet exemple-là, mais Jean Navarro y a fait allusion tout à l'heure, ça a permis notamment de booster certaines études cliniques, clairement, vraiment, et notamment d'arriver à un premier médicament de médecine ciblée dans le cadre de la mucoviscidose. Ce que je voulais dire dans le cadre de ce réseau, c'est que ce réseau donc, reçoit principalement des études cliniques venant de l'industrie pour accepter et met à disposition un certain nombre de centres investigateurs sur toute l'Europe. Pour accepter un protocole, il y a des revues de protocole, il y a tout un process, etc. Et dans ces revues de protocole, il y a des comités de revues de protocole. Et au sein il y a 5 comités dans le réseau, et dans chacun de ces comités, il y a au moins un patient. Et le patient reçoit sa propre grille d'analyse du protocole. Il n'a pas les mêmes questions que les scientifiques, ça n'a pas de sens. Par contre, ça a été très très bien travaillé avec les patients, qui ont été formés à l'utilisation aussi de la grille, évidemment, à retrouver les infos dans le protocole, ou s'ils n'ont pas compris, à poser la question. Et ils ont un véritable poids sur l'acceptation d'un protocole, donc qui vient là en l'occurrence de l'industrie, et qui va être mis en place au sein du réseau. Là, on est acteur encore une fois à ce niveau-là. Je vais vous parler 2 minutes de ce qui s'est passé, je crois, en 99 ou 2000. Nous avions donc ce groupe pour le léomyosarcome. Et puis d'un seul coup, on a vu des gens arriver qui prenaient des médicaments et qui, pour la plupart, mouraient en quelques mois. Jusqu'au jour où il y a une personne qui est arrivée sur le groupe en disant « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler de cet essai clinique en phase 1 ?» C'était le tout début d'un médicament qui s'appelait à ce moment-là STI 571, qui est devenu Glivec. Et notre groupe, plus de 80% des gens qui sont rentrés dans les essais cliniques de Glivec pour le type de sarcome venaient sur le groupe de léomyosarcome
en ayant un mauvais diagnostic. Ils arrivaient sur le groupe, et puis il y avait des patients qui leur disaient la description que vous faites nous fait penser que probablement vous avez une autre maladie, vous devez retourner voir votre médecin, lui demander d'être testé pour voir si vous avez une mutation spécifique. Très sûrement, votre médecin n'a pas entendu parler de ce test, vous devez donc insister. Et donc en quelques mois, nous avons eu des centaines de personnes qui ont vécu ça, et qui pour la plupart avaient donc cette mutation, et qui au lieu de mourir en quelques mois, pour beaucoup sont encore vivantes 12-13 ans plus tard. Jusqu'au jour où ce groupe a décidé de faire de la recherche et a commencé à faire des demandes à tous les patients qui étaient dans les essais cliniques de données. Et en quelques mois, ils en ont eu suffisamment pour dire à Novartis, qui était le fabricant de ce médicament, nous voulons vous voir, nous avons des données à vous donner, il y a quelque chose dont vous n'êtes probablement pas au courant. La manière de donner ce médicament n'est pas optimale. Nous avons découvert qu'au lieu de le prendre une fois par jour, les patients qui le prennent la moitié le matin et la moitié le soir ont de bien meilleurs résultats. Je ne vous dis pas la tête des gens chez Novartis, j'étais à ce rendez-vous-là, et c'était la révolution. On parlait d'outils tout à l'heure, je veux juste mentionner un outil qu'on avait mis en place aussi, justement pour motiver les patients, mais généralement on n'a pas beaucoup à faire pour les motiver, pour qu'ils aillent dans les essais cliniques, mais pour expliquer, alors à la famille éventuellement, on avait créé des posters qui partaient d'un médicament utilisé, et on expliquait tout le chemin inverse, comment on était arrivé jusque-là. Et ça avait vraiment un impact, et ça contribuait à expliquer les essais cliniques, la recherche. On pouvait en même temps expliquer le temps de la recherche. Le temps de la recherche n'est pas celui du patient, évidemment. Donc, puisqu'on parlait d'outils tout à l'heure, concrètement, ça impacte. Et là, les associations de patients peuvent le faire, ça c'est clair. Avec par exemple des chercheurs qui vont recruter chez Sciences. Je ne sais pas si on va en dire deux mots. C'est toujours intéressant de prendre l'exemple sur des bons exemples qui existent, et souvent on a procédé comme ça. Et donc là, je crois que ça vaut le coup de citer quand même une expérience qui a été menée par la région Île-de-France, qui s'appelle les PICRI, et qui est donc des subventions qui sont allouées à des projets de recherche qui sont montés en complète coordination entre une association de malades et une équipe de recherche. Et donc ces projets de recherche existent, ce qui fait qu'on a comme ça, je dirais, une bonne vingtaine de projets dont on sait qu'ils ont été montés. Alors, ce n'est pas forcément à partir de l'idée d'une association, mais en tout cas, c'est monté avec une association. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, juste parce que c'est juste une information qui vaut le coup de circuler, c'est le fait que il y a un journal scientifique et médical qui est très connu de tout le monde professionnel qui s'appelle le British Medical Journal. Et je crois que ça vaut le coup de mentionner le fait qu'en 2013, ce journal a annoncé en gros titre sur son éditorial « Révolution ». Alors, bon, très bien, donc on attendait la révolution. Elle est arrivée en 2014, ça a été le deuxième édito qui est arrivé en disant « ça y est, on a fait notre révolution ». Et donc ce grand journal, le British Medical Journal, il fait deux choses aujourd'hui. Il a intégré les patients dans l'évaluation des articles qui sont publiés. Ce qui est quand même, vous voyez, hein, c'est quand même une sacrée révolution. Et la deuxième chose, c'est qu'il demande à ce que les articles scientifiques et médicaux qui présentent leurs résultats dans cette revue puissent avoir une partie qui est un regard des patients sur en quoi c'est bénéfique pour les patients, cette recherche qui vient d'être menée. Est-ce qu'il y a des, je ne sais pas qui peut me répondre à ça, est-ce qu'il y a des lourdeurs réglementaires ou des obstacles pour que le patient soit encore plus impliqué dans la lutte contre le cancer, ou est-ce que de ce côté-là, au moins l'administration, il n'y a pas des principes de précaution qui alourdiraient l'ensemble ? Non, les précautions sont quand même une protection pour le patient, je pense. Mais pour alourdir, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on soit dans ce système. C'est toujours un peu long, je pense, pour avoir un CPP. Des fois, ça peut durer 1 voire 2 ans. Rien que pour avoir l'autorisation, l'accord des patients pour avoir des prélèvements sanguins, ça peut être long.
Et à votre avis, il faudrait le raccourcir combien de moitié environ pour que ça soit plus efficace? Parce que c'est vrai que pendant ce temps, la pendule tourne, si j'ose dire. Je pense que ça serait utile de le raccourcir à 6 mois, maximum 1 an. Je pense que ça pourrait nous aider à aller plus vite, et même pour les patients, pour pouvoir bénéficier de recherche. Oui, est-ce que psychologiquement, justement, le patient qui rentre plus vite dans un protocole de recherche, je ne sais pas qui peut me répondre, c'est pas aussi important pour lui? C'est une façon de se battre ou de se motiver encore plus? Non, moi, je l'ai connu pour un essai qui a malheureusement, je peux le citer quand même en 2 secondes, parce que c'est un essai de thérapie génique dans le cadre de la mucoviscidose. Et nous avons connu quelque chose qui était hallucinant. Alors ça, je le répète, c'était du vécu. Les patients que nous réunissions avant pour expliquer le protocole étaient partie prenante, mais enthousiastes. C'était d'ailleurs une leçon pour les médecins de l'équipe. Et deuxièmement, nous avions présenté une thérapie génique qui passait par un vecteur, vous savez qu'il faut bien le faire absorber par les poumons, qui était un vecteur chimique et non pas un virus, parce qu'à un moment donné, on s'est servi beaucoup de virus et on s'est rendu compte que c'était un risque. On nous a dit, mais il faut quand même un avis de la commission d'expertise virale. Bon, on a dit, mais attendez, nous, il n'y a pas de virus, alors pourquoi? Non, il faut le faire. Et on a attendu des mois et des mois et des mois et des mois. Alors je ne comprenais pas ce qui se passait, les familles se désespéraient, les patients qui attendaient, les parents de patients qui attendaient. On a dit, mais non, c'est très embêtant parce que la commission virale n'existe plus, il faut attendre qu'elle soit réélue et il faut que vous ayez les résultats. Oui, on a eu les résultats 8 mois après nos collègues anglais qui avaient déjà fait l'essai. Voilà, effectivement, ce genre de situation, je l'ai très mal vécu, c'est resté comme ça, mais elle est caricaturale, ça ne doit plus se reproduire. Le GRAM, alors le groupe de réflexion avec les associations de malades, 10 associations, dans tout le champ de la pathologie humaine, hein, bien sûr, 5 chercheurs et 5 responsables de l'INSERM, parce que l'idée c'est de monter, c'est de créer ensemble. Alors qu'est-ce que fait le GRAM? Je vais vous donner 3 exemples, hein, comme ça. Premier exemple, c'est le fait que, on parlait tout à l'heure de la relecture des protocoles. Eh bien, en 87, le GRAM nous a dit, bon ben voilà, dans les protocoles de recherche clinique dont l'INSERM est promoteur, puisque vous avez une politique d'ouverture avec les associations, il serait quand même bien que vous fassiez un effort, quoi. Et donc le GRAM a beaucoup soutenu tout le processus pour qu'on crée le collège des relecteurs. Et ce collège des relecteurs, aujourd'hui, relie les notes de consentement et d'information des protocoles de recherche clinique. Et on a fait l'évaluation de ce travail fait par le collège. Et si vous voulez, bon, c'est des petits indicateurs, mais ça montre l'efficacité, c'est-à-dire que les notes d'information et de consentement qui sont relues par le collège, eh bien, quand ils arrivent au CPP, c'est au comité de protection des personnes, qui est là l'institution qui donne son accord pour qu'une recherche ait lieu, ça passe beaucoup mieux, parce qu'ils ont été travaillés en amont avec les associations. Voilà, un des exemples du GRAM. Vous-même, vous avez l'idée que les choses vont progresser, encore une fois. Et l'exemple tout à l'heure, on revient toujours à la mucoviscidose, mais il est très frappant. Y compris d'ailleurs avec des moyens qui sont identiques. La pathologie immune et l'immunothérapie dans ses aspects les plus fondamentaux, éventuellement translationnels et applicables, etc. Un témoignage quand même. Dans cette première étape qui a eu lieu au Cancéropole de l'Île-de-France, après une sélection donc, qui a été faite sur des critères qui sont ce qu'ils sont par définition, ce qui m'a frappé beaucoup, et ça c'est très positif, c'est qu'il y a des associations qu'on va appeler très petites associations, en nombre de personnes, sur des pathologies très particulières, etc. Et où on est surpris, ce qui prouve qu'on a encore de vieux systèmes dans la tête en termes de hiérarchie, on est surpris de voir ce qui a déjà été fait. Un financement pour telle recherche, à tel endroit, avec des critères déjà de sélection, et puis des idées. Et je suis très frappé par ce qu'a dit tout à l'heure M. Friedman, quand il a montré aussi l'intervention. Alors l'intervention, c'est quand même très, très riche, ça. Et pour nous, c'est très important. Si on veut continuer, si tout le monde est d'accord pour continuer, et ça dépendra de vous aussi, on ne vous l'impose pas, surtout pas, on vous le propose. Et ça, c'est vraiment le dialogue, de dire, ben, en continuant comme ça, on va arriver à quelque chose où les mots auront peut-être moins d'importance.
mais on aura peut-être tous ensemble plus d'efficacité. En ce qui concerne Twitter, il y a une utilisation, en tout cas aux États-Unis, qui marche remarquablement bien, et je pense qu'on devrait faire la même chose en France. Il y a les tweet chats qui ont lieu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, qui sont généralement faits pour une maladie spécifique et qui sont gérés par moitié des patients, des patients experts, par d'autres moitiés, soit des gens qui font de la recherche, soit des médecins. Et donc les questions qui sont posées toutes les semaines sont de temps en temps doublées. La même question posée par un patient et celle posée par un expert. Et le résultat est vraiment, c'est fascinant. Et je n'en ai jamais vu fait en français.